Chimie, physique, mathématiques. Les amis, est-ce que vous savez qu'il y a une possibilité de joindre toutes ces filières-là, ainsi que la biologie, à travers le machine learning? Aujourd'hui, j'ai le plaisir, n'est-ce pas, les amis, de vous présenter un frère, un Africain camerounais exceptionnel qui travaille dans ces domaines-là. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons apprendre beaucoup de choses. Bonsoir, docteur Conrad. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innoscience. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous, docteur Conrad? Oh. Bon, tout d'abord, je dirais, je suis Conrad Tetsasi, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit. Et bon, pas nécessairement besoin de me vous voir et de m'appeler docteur. Je pense que j'aime bien qu'on m'appelle Conrad. Et je pense que c'est... Je me sens mieux comme ça. Je me sens, comment dire, avec plaisir. Ça permet de mieux communiquer. C'est que, bon, je m'appelle Conrad Tetsasi. Je suis d'origine camerounaise. Je suis né au Cameroun, à Bafoussam. Et j'ai commencé mes études primaires à Bafoussam, puis j'ai fait mes études à Yaoundé. J'ai fait j'ai fait mes études universitaires à l'université Yaoundé 1. J'ai fait la filière chimie et j'ai fait mon master en chimie à l'université Yaoundé 1. Donc c'est à Yaoundé 1 que j'ai été introduite à la chimie computationnelle par le professeur Eli Youna, qui était mon encadreur au Cameroun. Et après ce master en chimie, je suis allé en Belgique où j'ai fait un autre master en nanotechnologie à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et j'ai continué en faisant une thèse à l'Université de Namur. Et pendant ma thèse, j'étais aussi assistant à l'Université de Namur. Et après ma thèse, j'ai décidé de tout changer et de venir au Canada, où j'ai d'abord fait un postdoc à l'Université Western Ontario University. Et maintenant, je travaille pour le Conseil national de la recherche au gouvernement fédéral canadien. Waouh! Conrad Tetsasi. Vous avez, ou bien tu as un parcours, vous avez dit qu'on peut se tutoyer, tu as un parcours vraiment extraordinaire, atypique. Et je dirais que tu es un citoyen du monde. Tu n'es même plus un Camerounais, mais tu es un citoyen du monde. Tu as quitté le Cameroun, Bafoussam, pour arriver en Europe, plus précisément en Belgique, et maintenant, tu es au Canada. Peut-être bientôt tu seras même en Asie, au Japon, en Chine. Nous savons pas, c'est très possible. Tu es un citoyen du monde. Et ton parcours est vraiment extraordinaire. Tu as dit que tu as été dans la chimie, ensuite la physique et puis la biologie. Est-ce que tu peux nous définir ces thèmes en quelques mots, s'il te plaît? OK, so, à l'origine, je faisais de la chimie à l'Université de Yaoundé 1. Et à notre époque, quand on faisait chimie, j'avoue que nos cours étaient assez proches des cours des physiciens. Donc, on avait beaucoup de cours en commun. Et depuis le secondaire, j'ai toujours particulièrement été intéressé par les mathématiques et l'informatique. Donc, je me demandais, je me suis toujours demandé pourquoi je n'ai pas fait informatique à l'université. Ça, c'était une question. Alors, et je ne peux jamais oublier mon premier cours à l'Université de Yaoundé 1. C'était un cours de chimie avec le professeur Léuna. Et il y avait tellement d'équations mathématiques au tableau que je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire ma vie. Mais c'était encore trop court. Mais je ne savais pas que c'est vraiment ça que j'allais faire. Et tout doucement, quand on commence à spécialiser, on a un peu le choix entre... À ce temps, on parlait plus de chimie organique et chimie inorganique, ce qui aujourd'hui est une répartition très abstraite. Parce que dans la chimie organique, tu as de la chimie inorganique, tout se mélange un peu. Aujourd'hui, on regarde plus en termes d'application. Et lorsque je me suis donc spécialisé en chimie, ce qu'on appelle la chimie théorique, chimie computationnelle, mais lorsque j'arrive en Belgique, pour mon master, je retrouve une autre façon de voir. C'est-à-dire, c'était organisé en chimie des matériaux, chimie biologique et chimie du vivant. Donc, ça donnait directement quelle était la finalité de ce qu'on devait faire. Et comme notre spécialité, c'est beaucoup plus d'utiliser les outils mathématiques et informatiques, on voit bien que quand tu fais des mathématiques et de l'informatique, cela s'applique dans tous les domaines de la chimie. Cela s'applique dans les domaines de la biologie, par exemple, dans les statistiques. Ça s'applique un peu partout. Alors, c'est comme ça qu'on se retrouve en train de faire ce que nous appelons des modélisations ou des simulations sur différents projets dans différents domaines.
Donc, ça peut être on essaye de découvrir mes nouveaux médicaments, on essaye de voir quelle sera l'interaction entre le site actif et la molécule cible, alors on fait des simulations. Ça peut être qu'on a un nouveau matériau et on veut mesurer la conductivité, alors on fait des simulations. Ça dit, c'est comme ça qu'on se retrouve en train de couvrir un peu plusieurs domaines. Donc, c'est d'où la possibilité où je me retrouve en train de faire des simulations, de faire la modélisation dans différents domaines. Mais à la fin, on décide toujours de spécialiser dans un domaine en particulier. Et au labo où j'étais en Belgique, je pense qu'on avait deux grandes spécialités, il y avait la chimie biologique et la chimie des matériaux. Donc, j'ai travaillé dans ces deux domaines un peu plus. Ok, très intéressant. Et vous avez fait, ou bien tu as fait dans la simulation, c'était en utilisant machine learning, très certainement. Et c'est quoi le machine learning pour ceux-là qui ne connaissent pas? Avant d'arriver au machine learning, quand je parlais des outils de simulation, les outils de simulation, à la base, ça peut être simplement une analyse statistique. Ça, c'est ce que tu bon. Mais maintenant, lorsqu'on arrive à ce qu'on appelle la chimie quantique et la chimie computationnelle ou encore chimie théorique, on a encore des méthodes plus poussées pour résoudre des phénomènes physiques. Et parfois, les équations sont tellement complexes qu'on a recours à ce qu'on appelle des supercalculateurs. Donc, le simple ordinateur que nous avons à la maison n'est plus capable de résoudre le problème. Alors, on fait appel à des supercalculateurs. Et c'est comme ça que j'ai été donc initié à faire des calculs sur des supercalculateurs qu'on appelle encore High Performance Computing ou cluster de calcul. Et ça, c'est la base. Bon, ça peut être, ça s'applique dans plusieurs domaines. En biologie, ils ont la computational biology, computational physics. Ça s'applique un peu partout. Alors, ça, c'est simplement des méthodes de développer. Maintenant, le machine learning, c'est simplement un apprentissage sur des données. Alors, le machine learning, le moyen le plus simple de décrire du machine learning, c'est que on apprend à un ordinateur à extraire des informations des données que nous avons. Par exemple, je peux apprendre à un ordinateur à dessiner. Je peux apprendre à un ordinateur à reconnaître le son d'une voiture. Je peux apprendre à un ordinateur à reconnaître une photo. L'exemple le plus banal que je prends en général, c'est aujourd'hui, si tout le monde prend son smartphone et que tu vas dans ton application photo et que tu tapes banane, toutes les photos ayant une banane vont apparaître. On a simplement appris à un ordinateur à reconnaître toutes les images avec des bananes. Ça, c'est le simple. Donc, on a appris à l'ordinateur à effectuer une tâche. Et c'est ça le machine learning. C'est-à-dire, c'est un ordinateur qui apprend à effectuer des tâches. Et la base, c'est vraiment des données. Pour que l'ordinateur puisse apprendre, il faut lui fournir beaucoup de données. Et comme ça, tu es dans le domaine de la recherche et aussi dans l'enseignement. Qu'est-ce qui t'a motivé comme ça à travailler dans la recherche? Parce que tu aurais pu travailler dans une entreprise qui applique déjà tout ce que on fait, du moins tout ce qu'on recherche dans les universités. Mais toi, tu es dans la recherche en fait. Qu'est-ce qui te motive à travailler dans la recherche? Es-tu tellement passionné par toutes ces simulations-là et puis le travail avec le machine learning, ainsi de suite? Oh, je dirais, bon, chacun a ce qu'il aime. J'ai beaucoup aimé l'enseignement parce que j'ai commencé à donner des cours particuliers quand j'étais au Cameroun, déjà au secondaire, et en plus à l'université, je donnais des cours particuliers aux étudiants. Quand je suis arrivé en Belgique, j'étais assistant. J'ai encore beaucoup aimé l'enseignement. L'enseignement, c'est quelque chose que je ne sais pas. À force de faire l'enseignement, j'ai fini par aimer l'enseignement. La recherche, ce que j'aime beaucoup dans la recherche, c'est pas quelque chose de monotone. C'est-à-dire, chaque jour, quand je vais au travail, c'est comme si je résolvais un problème nouveau. C'est-à-dire, il n'y a jamais rien. Il n'y a pas de outil. Tu as toujours un problème à résoudre et plus tu découvres, plus tu as des choses à dire. C'est fascinant, oui. Et c'est cette chose fascinante, c'est-à-dire le fait de pouvoir... Donc, tu aimes les challenges, en fait, quoi. J'aime beaucoup les challenges, j'aime les choses challengeantes, j'aime beaucoup ça. Et aujourd'hui, bon, je suis un peu, je dirais, au milieu. C'est-à-dire, je ne fais pas complètement la recherche industrielle, mais je ne fais pas non plus complètement la recherche fondamentale aujourd'hui. Je suis un peu au milieu. Parce qu'à l'université, il y a beaucoup de recherche fondamentale, mais il y a aussi la recherche industrielle. Mais moi, j'aime beaucoup plus la recherche qui est proche de l'industrie parce que j'aime pouvoir appliquer directement. C'est-à-dire, une recherche, c'est sur plusieurs phases. Mais j'aime aussi voir la phase où on va passer à la commercialisation du produit que nous avons développé.
Donc, je n'aime pas juste rester là. Donc, et c'est un peu, on a besoin de tout sur la chaîne. Parce que pour pouvoir passer à la commercialisation d'un produit, ça prend beaucoup de temps. Donc, les universités font des travail immense à faire de la recherche fondamentale. Les industries sont un peu celles-là qui, lorsque tout a marché, tout a bien marché, j'ai dit, exactement. Lorsque la recherche fondamentale, la recherche appliquée et tout, dès que tout est déjà passé, on applique juste dans l'industrie, quoi. Mais nous, dans notre centre, on est vraiment la connexion entre l'industrie et l'université, actuellement où je travaille. C'est-à-dire, on travaille beaucoup avec des universités et aussi beaucoup avec des industries. Donc, on essaie vraiment d'être la jonction entre les deux. C'est-à-dire, comment prendre un produit et l'amener à l'échelle macroscopique, à l'échelle où on peut le commercialiser, où on peut faire la production à l'échelle industrielle. Et du coup, quels sont les défis comme ça que tu rencontres au quotidien lorsque tu fais, n'est-ce pas, cette recherche-là? Oui, quels sont les défis que tu rencontres? Je disais, en travaillant dans les sciences des données, parce que bon, quand tu fais du machine learning, en réalité, tu es quelque part aussi un data analyst, parce que la base de ce que tu fais, c'est beaucoup de données. Donc, la première difficulté, c'est surtout trouver de bonnes données. C'est-à-dire, la collecte de données est une partie très importante et c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours accès aux données dont on a besoin pour les travaux. Donc, parfois, on est coincé sur des années, sur des mois parce qu'on n'a pas des données ou bien des données qu'on a ne sont pas assez ou bien assez représentatives ou bien les données sont, je sais pas quel mot juste je pourrais employer. Les données ne sont pas, oui, ne sont pas, les données ne sont pas finies, c'est brut, quoi. Oui, oui. Pas... On appelle ça des données brutes, ça prend vraiment, comme on dit, c'est 80% du temps de prendre effectivement. Et les ramener au stage où tu peux les utiliser pour un modèle ou bien les utiliser pour prédire quelque chose. Parce que effectivement. Ça me fait penser également aux données que nous avons dans le domaine de l'ingénierie biomédicale. Parce que pour qu'on puisse prouver que notre appareil biomédical fonctionne très bien, il faut récolter les données non seulement dans les cliniques, mais aussi dans les laboratoires dans lesquels on fait les tests de nos appareils. Et lorsque nos appareils sont déjà en circulation, l'Union européenne, il y a une loi qui existe qui s'appelle MDR qui est entrée en vigueur il y a cela 1 an. Cette loi nous oblige à prouver continuellement que nos appareils fonctionnent en prenant les données d'autres fabricants de machines qui sont semblables à nos machines. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, il y a des difficultés pour pouvoir récolter ces données-là venant d'autres fabricants parce qu'ils ne veulent pas toujours partager leurs informations. Pourtant, ils le peuvent. Donc, je vous comprends très bien lorsque vous dites que c'est difficile de récolter les informations. On a tes données, on a tout. Le nouveau monde, c'est vraiment un monde basé sur les données. Avec les données, on peut faire énormément de choses. Je ne dis pas qu'on peut tout faire, mais on peut faire énormément de choses. Donc, c'est une grande difficulté. L'autre grande difficulté qu'on rencontre en général, c'est la ressource de calcul parce que j'ai une anecdote. Je me rappelle lorsque j'arrive en Belgique et que je présente mes travaux de mémoire de master, l'une des questions que j'ai reçues, c'est combien de temps ça m'a pris pour faire ces travaux? Tout simplement pourquoi? Parce que ce que j'ai fait pratiquement en 6 mois, avec leurs ressources de calcul, ils pouvaient les faire en 1 semaine. Parce que j'ai fait un desktop. Alors, quand tu multiplies encore ça dans un super calculateur, tu te dis c'est une journée. Exactement. C'est ça vraiment qui définit une autre grosse partie. Parce que parfois, tu n'es juste pas en mesure d'arriver à l'objectif que tu veux atteindre parce que tes ressources ne te permettent pas. Donc, ça, c'est un très grand obstacle à nos difficultés quotidiennes. Je pense que j'ai parlé des données, j'ai parlé de la ressource computationnelle. Oui, je pense que ce sont les principaux challenges ou bien les principales difficultés qu'on rencontre. Conrad, lorsqu'on observe dans le monde entier, on se rend compte que les pays développés sont déjà au niveau de l'innovation. Ils passent juste le temps à innover. Ils ne découvrent même plus beaucoup. Certes, ils sont encore dans la recherche fondamentale, mais ils sont plus dans l'innovation si on veut comparer avec l'Afrique.
Or, nous savons que la recherche est très, très importante pour que les pays puissent se développer parce que c'est grâce aux résultats des recherches que les industries peuvent marcher comme il le faut. Maintenant, nous, en tant qu'Africains, nous sommes à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire que l'Afrique doit faire au niveau de la recherche? Est-ce que l'Afrique doit se focaliser sur la recherche fondamentale ou appliquée? Parce que nous savons bien que la recherche demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que tu peux dire contre je ne pense pas que les pays développés ont arrêté de faire des découvertes. Je pense qu'elles en font toujours beaucoup, beaucoup, et elles investissent toujours énormément d'argent dans les découvertes. Mais je pense juste aussi que les problèmes sont un peu différents. Et concernant l'Afrique, je pense que chacun doit se baser sur ses forces. Dans l'Afrique, nous, on est riche de matières premières. Et on est riche d'une main-d'œuvre. Donc, je pense que nous, on doit beaucoup investir, j'avais dit, dans le développement technologique, mais basé sur nos matières premières. Qu'est-ce que nous avons à fournir? Et je pense que l'Afrique devrait beaucoup, à court terme, investir dans la recherche industrielle parce qu'il y aura une retombée économique directe. Parce que la recherche fondamentale, c'est vraiment sur le long terme. Et on devrait réfléchir sur la recherche industrielle à court terme, mais la recherche fondamentale sera utile parce que si on veut perdurer, si on veut continuer à avancer, on doit continuer avec la recherche fondamentale parce que c'est elle qui va supporter la recherche industrielle. Elle est vraiment super importante. Elle supporte beaucoup la recherche industrielle. Et je pense que les Européens arrivent beaucoup parce qu'ils investissent beaucoup dans la recherche fondamentale aussi. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. Et c'est ça qui fait vraiment avancer la recherche. Mais je pense que pour l'instant, on a un gros challenge économique et environnemental. Et je pense que la recherche industrielle peut jouer une place majeure. Surtout que, de mon point de vue, je n'aimerais pas que l'Afrique devienne l'Europe. Pourquoi? Parce que pour l'instant, quand je dis devienne l'Europe, je regarde un peu, je regarde surtout sur le plan environnemental. Notre environnement est encore assez sain. Alors, lorsqu'on va vers le développement technologique, on doit vraiment ne pas faire la même erreur. Vraiment prendre compte de l'aspect environnemental pour s'assurer que dans 50 ans, notre environnement reste toujours sain. On a encore la possibilité de le faire. Oui, mais le danger aussi, sans te couper, le danger aussi est que pour pouvoir se développer, il faut il faut bien faire la recherche et puis s'industrialiser. Et puis la pollution suit toujours. On observe les pays comme l'Inde, la Chine ou bien le Brésil. Il y a la pollution qui suit. Certes, la pollution n'est pas bien et tout. On doit garder l'environnement, mais si on veut aussi se développer, nous ne devons pas être surpris à ce niveau. Ou bien? Non, oui, évidemment que tu ne peux pas parler de développement technologique industriel sans parler de pollution. Ça va de pair. Plus tu as, par exemple, des automobiles, plus tu pollues. Ça va de soi. Mais ce que j'aimerais plus dire, c'est comment je pourrais le matérialiser. C'est nous, on veut se développer. Oui. Alors, on a, par exemple, le choix plusieurs technologies. Par exemple, en Afrique, quand on regarde la couverture sur le rayonnement solaire, elle est énorme. Elle est énorme. Ça veut dire on gagnerait énormément en investissant énormément dans l'énergie solaire qui pourra être bénéfique pour nous pour le futur. Ça veut dire, oui, il faut investir, oui, mais il faut regarder qu'est-ce qui sera bénéfique pour nous sur le long terme. Par exemple, moi, je ne suis pas favorable de l'énergie nucléaire en Afrique. La raison est simple parce que les Européens sont en train de faire face aux déchets sur le long terme. Alors, voulons-nous entrer dans l'énergie nucléaire pour être dans 50 ans, essayer de résoudre les problèmes qu'on a vu les autres ont eu? Moi, je ne suis pas pour. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je pense qu'on va investir dans l'énergie, mais dirigeons-nous dans les nouvelles formes d'énergie, comme l'énergie solaire, la biomasse. Moi, j'aimerais que c'est là qu'on investisse. Ça veut dire, oui, il y aura de la pollution. Et la deuxième partie, c'est de beaucoup investir dans le traitement des déchets organiques, des déchets industriels. Donc, je ne refuse pas qu'il y aura de la pollution, mais je dis on peut la limiter. On peut limiter, effectivement, c'est possible parce que les Européens ou bien les pays développés ne sont pas préparés à temps pour limiter les dégâts, effectivement. Oui. Effectivement, c'est vrai. Les dommages sont énormes parce qu'avec le nucléaire, le charbon, les dommages sont énormes.
Donc, ils essayent de collimater les brèches, mais c'est vraiment... Le mal est fait. Oui. Le mal est vraiment, il est profond. Donc, et c'est ça que je dis, ne tombons pas là. On peut empêcher d'arriver à ce point. Et je me dis, surtout là, ne tombons pas là. Parce qu'on a tous arrivé à ce point. Alors nous, investissons dans l'énergie, mais regardons plus le côté énergie. Mais ce sont juste d'être des utilisateurs. Essayons vraiment de développer nos technologies de façon locale. L'énergie solaire, le soleil est là au-dessus de nous. Alors qu'avons-nous pour prendre ce soleil et le transformer en énergie? Je pense qu'il devrait y avoir des instituts de photovoltaïque en Afrique un peu partout. Si c'est ça. Effectivement. Oui, Conrad, tu es un chercheur, un très grand chercheur qui est au Canada. et vous êtes nombreux comme ça à l'extérieur. L'Afrique a besoin de vous. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent actuellement? Voilà, ce dont tu as besoin, ainsi que tes collègues chercheurs africains, pour pouvoir contribuer au développement de l'Afrique. Vous avez besoin de quoi? Oh, nous avons besoin de quoi? Je dirais, ça c'est mon point de vue, surtout il reste toujours personnel. Je prends parfois l'exemple de la Chine parce qu'il y a deux points de vue. Il y a des gens qui pensent que comment on dit ça, la diaspora doit retourner au Cameroun pour contribuer au développement de leur pays. Mais moi, je pense plus à un transfert des technologies parce que je ne pense pas non plus qu'on devait tous retourner et étouffer ceux qui sont au pays comme s'ils ne savaient rien faire. Non, les gens ont du potentiel au pays. Mais la chose la plus importante qu'on puisse partager, c'est la connaissance. Et le modèle qui fait souvent peur, c'est de se dire, oh, si celui qui est formé à l'étranger est mieux formé, donc s'il arrive, il va nous étouffer. Non, pas systématiquement. Ce qu'on doit plus essayer, c'est le modèle chinois, c'est transfert des technologies. Et le transfert des technologies a un avantage, c'est que je reste au contact des nouveaux développements, mais je continue à vous transférer ce qui arrive. C'est-à-dire, c'est un flux continu. Alors, dans cette vision, je dirais, l'une des premières choses, c'est qu'on a besoin de canaux. Par exemple, si on ouvre des canaux où des chercheurs ou bien des experts à l'étranger pouvaient donner leur expertise au Cameroun à travers des universités, à travers des conférences, parce que lorsque quelqu'un est à l'université au Cameroun, la première chose dont il a besoin, c'est de la connaissance pour être la personne de demain. Alors, cette connaissance, on peut la donner par moment gratuitement dans des canaux, parce que c'est la moindre des choses. Si moi, j'arrive au Cameroun et que je dois donner une conférence, je n'ai pas nécessairement besoin de me faire payer à l'université. Mais si c'est une industrie, une société, là, elle avait dit non, vous devez payer mon expertise. C'est normal, ils vont réaliser du bénéfice. Mais je pense que beaucoup de chercheurs ou bien beaucoup d'experts sont dans la même logique que moi. Si on les permettait d'arriver et de pouvoir transmettre ce qu'ils savent faire aux jeunes, aux étudiants, je pense que c'est la plus grande chose. Alors moi, je n'attends pas toujours que le gouvernement va me recruter pour me payer. Je suis parfaitement honnête. Les gouvernements africains, certes, ils ont beaucoup d'argent, mais quand tu regardes le revenu des salaires au Cameroun, si tu rentres au pays, tu ne seras pas systématiquement, tu ne pourras pas faire la recherche parce que tu n'as pas le matériel pour mener la même recherche. J'ai pris l'exemple des ressources de calcul. Il n'y a pas de supercalculateur au Cameroun. Ça veut dire, si je rentre au Cameroun, je ne peux plus faire mon travail. Alors, ça veut dire, même si j'aime le Cameroun, je ne pourrais plus le faire. Or, par moment, en restant ici, je peux transférer la connaissance que j'ai. Je peux permettre à certains Camerounais, s'il y a des bourses, d'arriver. Je peux permettre à certains Camerounais, s'ils ont des difficultés de les aider dans leur calcul. Ouais, je me sens plus utile dans ce travail que de dire je vais rentrer enseigner à l'université. Parce qu'il y a des gens formés au Cameroun. Et je pense que si je leur permets de mieux faire leur travail, j'aide mieux mon pays de cette manière. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que c'est ce qu'on a le plus besoin parce que si nous tous décidons de rentrer au Cameroun, je pense plus qu'on sera capable d'avancer dans le travail qu'on fait au quotidien. On n'aura pas le matériel pour le faire. Et effectivement, on deviendra dans 5 ans, oui, on estime qu'on attend qu'il y ait des avancées technologiques, qu'on ait plus d'investissement dans les universités, dans la recherche, parce que bon, moi, je suis des personnes qui pensent que beaucoup de programmes sont à revoir, sont vraiment beaucoup adaptés de façon locale. Je pense qu'il faut réadapter le programme au contexte actuel. Ça, c'est mon point de vue que je pense qu'on doit les adapter encore. Mais ça prendra du temps. Et donc, ce qu'on peut faire entre-temps, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je pense que beaucoup d'entre nous allons fréquemment en congé ou bien en voyage là-bas. Alors, si chaque fois qu'on va, on essaie de donner 1, 2, 3 conférences. Je prends aussi l'exemple des médecins. Et je sais qu'il y a beaucoup de médecins que je connais qui le font. Chaque fois qu'ils sont au Cameroun, ils s'organisent en groupe et ils font des services dans des petits villages.
C'est la plus belle chose qu'on puisse mettre. Parce que tu n'as pas besoin d'un gouvernement, tu n'as pas besoin d'un hôpital. Vous dites, oh, cette année, on va, je sais pas, dans tel pays, au Cameroun, je ne sais pas quoi, au Bénin, on va aller dans tel village faire des soins dentaires. Effectivement. On va travailler avec des locaux et les aider dans ce qu'ils font au quotidien. Là, tu transmets quelque chose qui va aider l'Afrique à mieux se développer. N'attendons pas qu'on va créer un hôpital en un jour génial pour nous. Je ne pense pas que ça va arriver tout de suite. Mais je pense qu'en attendant que cela arrive, essayons de transmettre la connaissance que nous avons. Effectivement, ce que tu dis est très intéressant. Nous allons très fréquemment au pays pour les vacances et la plupart d'entre nous sommes très bien formés ici. Si on part au pays pour les vacances seulement pour voir la famille et puis se faire plaisir, sans profiter de cet instant et puis passer, n'est-ce pas, ces connaissances, on ne va pas vraiment contribuer au développement de l'Afrique. Donc, ce que tu dis est vraiment exceptionnel. Les ingénieurs biomédicaux, par exemple, qui sont à l'extérieur, ils peuvent s'associer, travailler en association comme ça pour arriver pendant les vacances, dépanner les appareils, même dans les hôpitaux. S'ils ont l'autorisation, ils dépannent ces appareils. Vous avez cité les médecins, par exemple, qui vont dans les petits villages, dans les pays et tout, et puis ils essaient un peu d'aider la population. C'est encouragé vraiment. Je pense aussi que chacun doit faire son niveau. Oui. On ne va pas forcément chercher des moyens qu'on ne peut pas avoir. Chacun peut faire son niveau. C'est tout à fait mon Voilà. point. Et puis, oui, c'est mieux que rien. Oui. Merci beaucoup, Conrad. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui nous regardent? Parce qu'il y a plein de jeunes qui nous regardent actuellement sur la chaîne. Ils sont au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, s'il te plaît? OK. Je vais d'abord retourner un peu plus dans mon domaine parce que bon, j'en ai parlé, mais pas assez. Et je dirais, ma vie au quotidien, c'est quand on dit du machine learning, c'est vraiment ça s'applique dans beaucoup de domaines. Dans ma vie au quotidien, c'est d'essayer des outils, utiliser des données pour découvrir de nouveaux matériaux, par exemple pour la conversion du dioxyde de carbone, de trouver de nouveaux matériaux intelligents. On peut travailler, par exemple, je travaille aussi sur tout ce qui est autonome, un laboratoire autonome ou bien des véhicules autonomes. Ça, c'est toutes des applications. Et si je dois donner un message aux personnes qui me regardent, c'est, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur de rêver. Mais à défaut de pouvoir faire ce qu'on a envie, il faut comprendre ce que les autres ont fait. Parce qu'on a un truc en Afrique que j'ai remarqué dans l'enseignement, surtout dans le domaine technologique, c'est qu'on n'a pas l'outil pour faire notre travail. Alors, lorsque je n'ai pas l'outil pour faire mon travail, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux lire pour comprendre ce que les autres font ailleurs. Parce que si je comprends ce que les autres font ailleurs, le jour où j'aurai l'outil, je pourrai faire ce que je voudrais faire. Et pour moi, c'est un message super important parce que il ne faut pas qu'on se trompe. Nos universités, nos centres de recherche ne sont pas encore assez équipés. Mais si nous, on peut déjà comprendre ce que les autres font comme recherche dans les autres pays, on est capable de prendre un article et le lire et comprendre exactement quelle méthodologie, ce qu'il a compris, on pourra le transposer et l'adapter à nos problèmes africains parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Beaucoup de gens travaillent à l'extérieur et n'essayons pas de... Je vais peut-être choquer des personnes, mais par exemple, quand je vois des pays africains, quand je vois en Afrique où on monte des voitures et qu'on s'estime avoir fait beaucoup, pour moi, non, ce n'est pas ça que j'attends. Beaucoup de pays ont un développement sur l'informatique, sur les téléphones portables très avancés sur nous. Mais la question que je me pose, le fait que nous avons sous nos pieds, combien de personnes sont capables d'extraire ce fait et le transformer en une tôle dans nos pays? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire? Je ne le pense pas. Mais c'est ça qu'il faut apprendre. Arrêtons d'essayer de construire des voitures. Non, laissons ceux qui savent faire construire des voitures. Mais lorsque je vais extraire ma tôle et qu'il va vouloir fabriquer sa voiture, il va me dire, j'ai besoin de ta tôle. Il lui dit que bon, si tu veux toi, tu veux la voiture, tu sais faire, mais moi, j'ai la tôle avec laquelle tu fabriques ta voiture. Et là, on pourra discuter. Donc, ça, effectivement. Ça, c'est le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est que apprenons à transformer ce que nous avons comme matière première. Et je pense que nos universités devraient faire un peu plus dans ce sens. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes en Afrique qui savent comment on extrait du fer, on le transforme en tôle. Non, il n'y en a pas beaucoup, je ne suis pas sûr. Très peu, du moins. Alors, pourtant, tout le monde devrait faire. Laissons les téléphones portables aux autres, ils ont des années d'avance sur nous. On pourra le rattraper parce que c'est ce qu'a fait la Chine pour arriver. Ils ont d'abord dit, qu'est-ce que nous possédons? Et une fois qu'ils l'ont eu,
Là, maintenant, ils pouvons faire un transfert de technologie. Dit, oh, je possède ceci, tu possèdes. Si tu veux que je transfère ma technologie parce que j'ai du fait, je sais mieux le transformer que tout le monde. Alors, toi, tu me transfères ta technologie. Et tu ne recommences pas à zéro. N'essayons pas de construire une télévision à zéro. Les gens ont 10 ans d'avance. Essayons d'aller au niveau où ils se donnent. Pour qu'ils nous donnent ce qu'ils ont déjà fait, il faut qu'on leur apporte, qu'on ait quelque chose à leur donner. Donc, ça, c'est le conseil que moi, je pourrais donner aux gens. C'est que essayez plus si vous voulez travailler dans le domaine technologique. Qu'est-ce que vous avez comme ressources et apprenez à le transformer. À le transformer. Effectivement, ce que tu dis est vrai. Il faut qu'on apprenne à transformer nos matières premières. C'est la même chose avec le cacao, par exemple. Le cacao, nous ne transformons pas le cacao, que ce soit au Ghana, en Côte d'Ivoire. Je pense que le Ghana a déjà commencé, mais la plupart de nos pays ne transforment pas ce cacao-là en matière, on peut dire brute, qu'on peut utiliser pour faire le chocolat, et ainsi de suite. On envoie le cacao ou bien le café directement en Europe ou bien aux États-Unis ou en Chine avant que eux ils vont transformer pour nous. Et c'est la même chose avec le diamant. Tout ce que nous sortons de terre, c'est que tu dis vraiment, c'est vrai en fait. Lorsqu'on observe le Botswana, par exemple, ils se sont arrangés à transformer leurs diamants eux-mêmes sur place. Ça a changé le pays, ça a vraiment contribué à ce que le pays puisse s'améliorer. Donc, si chaque pays en Afrique essayait d'extraire non seulement les matières premières eux-mêmes et qu'ils essaient un peu de convertir, de transformer, ça pourrait vraiment contribuer au développement de l'Afrique, quoi. Énormément, oui. Je pense que ça va contribuer énormément. Et seulement après, on pourra voir comment passer aux échanges parce qu'on aura quelque chose à apporter. On n'enverra plus la matière brute, mais on pourra fixer le prix sur le marché. Et comme disait un économiste, ça ne sera pas une monnaie fictive. Notre monnaie sera basée sur notre or, sur notre diamant. Ça aura une vraie valeur. Ça ne sera pas juste une valeur fictive. Et je pense que c'est vraiment une force de l'avoir. Donc, tout le monde n'est pas du même avis, mais ça, c'est mon avis. Oui. Et je pense que nous sommes nombreux à être d'accord avec toi. Merci beaucoup, Conrad, d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innocence. Beaucoup de courage dans ce que tu fais. Et je crois que ce que tu as dit a inspiré énormément de personnes. Il y a beaucoup de jeunes et de grandes personnes qui nous ont regardés, qui te prennent, et j'en suis sûr, comme un très bon exemple, voilà, de travail, de persévérance. Et d'ambition surtout. Oui, je suis intelligent de ma promotion, mais comme je dis, quand tu veux faire quelque chose, il faut essayer de le faire bien et te donner les moyens. Et comme je dis, je pense que l'une des choses qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est beaucoup m'informer. Je savais ce qu'on faisait ailleurs, donc j'étais capable de comprendre ce qu'on faisait ailleurs et capable de l'expliquer. Donc partout où j'arrivais, même si je n'avais pas pu faire ça quand j'étais au Cameroun, une fois arrivé ailleurs, j'étais capable de comprendre ce qu'il faisait. Et ça, c'était la chose la plus importante. Oui, et je voulais profiter aussi pour dire quelque chose. En tant que Camerounais, moi, je suis Camerounais, je voulais dire que les Camerounais sont vraiment forts. Les Camerounais qui nous regardent actuellement, qui sont au Cameroun présentement, ne vous dites pas que vous êtes faible, vous êtes tellement fort. Lorsqu'un Camerounais quitte, quelqu'un qui a vraiment étudié dans n'importe quelle université au Cameroun, quitte le Cameroun et pas ailleurs, il est même capable de travailler à la NASA. Il y a une femme actuellement qui a été recrutée par la NASA, j'ai oublié son nom. Elle a étudié au Cameroun, donc elle a eu son master aussi au Cameroun. Donc c'est pour dire que malgré les difficultés que nous avons au Cameroun, en Afrique en général, il est possible de réussir n'importe où dans le monde et il est aussi possible de développer notre continent. Comme Conrad a dit, nous pensons que ceux qui sont à l'extérieur ne vont pas forcément tous rentrer, mais ils vont contribuer, même si c'est à distance, à ce transfert de connaissances-là, pour que nous puissions développer notre continent. Merci encore, Conrad, pour ton temps. On m'a donné cette chance de parler de mon quotidien et de parler de mon travail en tant que chercheur en machine learning. Merci de partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, bye. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager à tout le monde. Nous sommes ensemble. Ciao.